Je prends la main. Bonjour à tous. Donc, je suis Karine Goyer, dirigeante donc, du cabinet Boosteuse de Talent et également coach professionnel, formatrice et consultante RH en entreprise. Alors, je suis ravie de participer à ce webinaire dans le cadre de votre contrat agro sur le développement des stratégies. Pourquoi? Parce que le sujet du management est un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Est-ce que déjà vous voyez, je m'interromps moi-même, est-ce que vous voyez à l'écran le diaporama? Très bien. Parfait. Oui. Bon. Donc, je disais que le sujet du management est un sujet qui me passionne. Pourquoi? D'abord parce que j'ai travaillé pendant plus de 17 ans dans une entreprise où j'ai pu occuper à la fois un poste de manager dans un premier temps et puis un poste de directrice de région où effectivement j'ai pu appréhender le management sous différentes formes. Et puis aujourd'hui, dans un autre cadre, avec un prisme de lecture un petit peu plus large, qui est celui de pouvoir accompagner des dirigeants et managers dans les entreprises, soit en coaching individuel, soit d'accompagner des équipes qui sont parfois en souffrance ou en problématique relationnelle. Donc, je vois les deux univers, en fait, les deux angles de vue de cette gestion managériale. Également parce que je fais de la formation auprès des managers et des nouveaux managers sur ce que pourrait être une pratique managériale qui soit la plus incarnée possible et en phase avec les valeurs de l'entreprise. Donc voilà pourquoi je suis ravie. Donc je remercie bien évidemment Vincent Delagarde qui m'a fait cette confiance de me confier pendant 1h30 ce temps avec vous. Le mode du webinaire, effectivement, c'est plutôt descendant. J'avoue que ce n'est pas ce qui me convient le plus, mais c'est le contrat qu'on s'est donné. Et comme le disait Alix tout à l'heure, il y aura des temps sur lesquels je vous proposerai qu'on puisse interagir. Donc, vous pouvez prendre éventuellement des notes. Alors, optimiser sa pratique managériale dans l'intérêt de tous. Vincent Lagarde le disait tout à l'heure, le management est aujourd'hui au cœur des enjeux. Pourquoi? Parce qu'indéniablement, le développement des organisations repose pleinement sur ce capital humain, qui est la source essentielle de vos entreprises. Et on voit bien qu'avant Covid, on avait une forme de management qui était déjà un petit peu en mutation. Et après Covid, on voit bien, et là j'ai envie de dire qu'on rentre vraiment, les études le prouvaient, l'année 2022, dans des limites de ce que pouvait être le management en pleine mutation et ce qu'il est aujourd'hui avec cette crise sanitaire qu'on a pu traverser. Alors, l'approche aujourd'hui du webinaire, ce n'est pas de vous donner des solutions miracles avec des clés. Il y en aura quelques-unes. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans ma pratique de coaching, il est important que chacun soit autonome et responsable dans ce qu'il va acquérir. Et donc, l'idée, c'est plutôt de vous apporter une réflexion, de vous amener à rebalayer au travers de ce que je vais vous présenter, peut-être des expériences vécues, et de pouvoir faire émerger des nouvelles idées. Donc, l'idée, elle est vraiment là, en créant en fait votre propre chemin à vous, de ce que vous voulez voir émerger. La clé absolue des bonnes règles de management, j'y crois peu. En revanche, des outils qui vous amènent, vous, à construire votre parcours managérial ou à le revisiter, ça me semble plus ajusté. Alors, toujours dans le contexte, deux éléments majeurs qui ont effectivement transformé considérablement les entreprises et le secteur agroalimentaire, un secteur que je connais beaucoup qui est celui de la santé. On voit des parallèles avec les pénuries. C'est notamment la mondialisation et la digitalisation, c'est incontestable. On est vraiment confronté à ces deux points-là qui à la fois sont des opportunités et en même temps qui demandent d'être revisités. Alors on parle beaucoup, peut-être certains d'entre vous ont entendu ce terme, d'un terme qui s'appelle VUCA, qui a émergé dans l'armée américaine dans les années 90 et juste après les rapports douloureux avec l'URSS et qui ont laissé entrevoir en fait que le monde d'aujourd'hui était un monde plus volatile, c'est-à-dire que les choses étaient beaucoup plus éphémères, beaucoup plus incertains, on l'a beaucoup entendu avec la crise du Covid, beaucoup plus complexes, au sens Edgar Morin, c'est-à-dire les choses sont interconnectées. Donc, il est difficile en fait de cloisonner parce que tout est très lié. Et puis, le monde est ambigu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de fonctionner. Ça demande une capacité d'agilité, une capacité de rebond permanente. Donc, ce sont 4 points qui semblent majeurs aujourd'hui à intégrer dans la stratégie des entreprises et donc notamment dans le management.
Pour cette volatilité, la réponse serait donner un cap, une vision. Pour le côté très incertain, c'est donner des clés de compréhension de ce qui est en train de se passer, notamment au travers de la communication qui est mise en place dans les entreprises. Pour tout le volet de la complexité, c'est donner de la clarification. Là aussi, la communication va être très aidante. Et pour tout le volet de l'ambiguïté, en tout cas, c'est tout l'aspect capacité d'adaptation et agilité qui va jouer. Bon, le Covid, on l'a dit, est passé par là, a renforcé certaines mutations qui étaient déjà activées. Je repense à quoi? Je pense que chacun d'entre vous a été confronté à certains collaborateurs dans vos entreprises qui ont un rapport au travail qui a changé. Vie pro, vie perso, quel équilibre, quels vont être les avantages, est-ce que j'ai du sens dans l'entreprise? Donc tout ça, le Covid l'a accru. Donc les organisations du travail demandent effectivement à être revues ou en tout cas repensées, peut-être pas complètement modifiées. Et puis le rapport à la pénurie de travail, la pénurie des travailleurs, pardon, auquel on est tous confrontés dans énormément de secteurs d'activité pour en balayer plusieurs. Mais cette crise, elle est aussi source de nouvelles opportunités. L'idée sous cet angle-là, c'est de dire toujours le verre à moitié plein, à moitié vide. Effectivement, les choses ont changé. Pour autant, elles sont propices à mettre en place au sein des organisations de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, voire même des nouvelles façons de penser. C'est ça qui me semble très fort et sur lequel je vais accentuer la présentation aujourd'hui pour éviter des clés, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais plutôt changer un petit peu globalement, repenser l'entreprise de manière globale. Donc pour ça, ça demande quoi? Des dirigeants, des managers qui ont envie de réorchestrer tout ça et de prendre ce qu'on appelle en coaching un pas de côté. Vous êtes très immergés dans vos organisations et l'idée là, c'est de dire comment je prends de la hauteur sur ce qui est en train de se passer dans mon entreprise, dans mon organisation, dans mon association, sur laquelle je vais pouvoir, moi, redonner un nouvel élan et on le va voir au travers de quoi. Alors, d'autres contextes qui me semblent importants, c'est le contexte psychologique. On le voit là, l'année 2022, on savait à quel point les dirigeants, managers, RH ont porté les équipes pendant le Covid. Et tout ça, ça amène à des transformations dans ce qu'on a beaucoup présenté pendant le Covid. C'était cette étape du changement, la courbe du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, qui normalise un petit peu les étapes par lesquelles on passe. L'étape du choc, du déni, tout ça, on l'a eu au moment du Covid, de colère pour certains. Oui, effectivement, ça affecte mon entreprise, comment je vais réagir, de négociation avec l'État, avec les collaborateurs. Et donc, parfois aussi, après Covid, on a encore en 2022 des dirigeants et collaborateurs qui ont du mal à se retrouver dans une autre phase d'expérience et qui sont encore un peu sous l'effet choc, voire un peu de tristesse de cette situation. Donc l'idée, c'est comment on rebondit par l'action, me semble-t-il, par le changement, par les stratégies que vous mettez en place, et tout ça va aider au rebond. Ça me semble important de présenter cette slide-là. Pourquoi? Parce que les dirigeants, on a beaucoup parlé des collaborateurs, comment ils subissaient cette crise. Les dirigeants, on le voit, il y a une étude à Maroc, sur Montpellier, qui est une association qui a fait des études sur l'état de santé des dirigeants, et on voit à quel point aujourd'hui, psychologiquement, on a vraiment les effets de la crise qui sont très présents dans les organisations. Autre point de contexte, une étude faite par un cabinet qui s'appelle KPAM de mars 2022, qui est une étude très récente, qui montre à quel point on arrive à un contexte de tension entre les attentes des collaborateurs, les besoins des entreprises. On voit bien ces pénuries de collaborateurs face aux attentes ces pénuries de travailleurs face aux attentes aussi des collaborateurs. Comment tout ça se mixe? Ce qui me semblait intéressant de vous présenter, c'était ce qui ressort de ces tensions en mars 2022. Donc cette étude, elle est basée sur des verbatims, des retours de dirigeants, de collaborateurs, qui évoquent plusieurs points. Alors on voit le manque d'équité entre les collaborateurs, la gestion des incivilités clients, et puis on voit bien ici manque d'écoute du manager. Comment effectivement on table cette écoute aujourd'hui en tant que dirigeant dans les organisations. L'autre point, c'est compétences du manager, ce qui reste très très vaste. Ce qui, moi, sous-entend, est-ce que les compétences attendues préalablement des collaborateurs sont les mêmes aujourd'hui? Qu'attend-on d'un dirigeant, d'un manager, quand on est collaborateur d'une structure?
L'autre point qui me semble important, c'est le manque de confiance vis-à-vis de la hiérarchie. Alors ça, je dirais même qu'en tant que coach d'organisation de dirigeants et en entreprise, c'est le point fondamental. S'il n'y a plus le lien, s'il n'y a plus la relation auquel est affectée, effectivement, c'est le point essentiel. On parlait de stratégie tout à l'heure. Comment développer une stratégie, une vision, si le lien de confiance est brisé, si le lien de confiance est affecté. Donc ça, c'est vraiment l'axe majeur. Et le dernier point, c'est le manque d'autonomie qui est soulevé. Certains collaborateurs, effectivement, demandent à être plus en termes d'autonomie de prise de décision. Alors, vous allez me dire, ça dépend des publics, mais oui et non. Finalement, peu importe dans quelle catégorie sociale on se trouve, on peut avoir effectivement un niveau de connaissance qui n'est pas très développé et pour autant avoir ce besoin d'être reconnu au travers de l'autonomie et de la confiance qui est accordée. Voilà les quelques points. Et le dernier sur le constat, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ce qui motive le plus les collaborateurs, ça fait assez écho à ce qu'on vient de voir. Alors là, l'étude est un petit peu plus ancienne. On voit bien tout ce qui donne plus de sens. Hein. Tout ce qui est lié à l'utilité, à la mission, au sens qui est véhiculé au sein de l'entreprise. Donc tout à l'heure, je parlais d'une vision beaucoup plus large du dirigeant qui est attendue. Et là, on voit bien à quel point, hein, notamment pour le développement et la pérennité de l'entreprise, mais aussi par rapport aux attentes des salariés. L'autre point, on l'a vu, la qualité des interactions. Tout à l'heure, on avait le besoin de climat de confiance et comment on le trouve aussi au travers de la qualité des interactions et de la communication entre collègues, mais aussi avec la hiérarchie. Alors, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour votre motivation au travail? De nouveau, on voit, hein, climat de travail positif. Alors, ça reste très subjectif. Qu'est-ce qu'on met derrière climat de travail? Il y a énormément de choses, effectivement, mais en tout cas, il y a cette idée de relation à l'autre qui me semble importante à retenir. Et l'autre point, c'est être reconnu. Peu importe le poste que j'exerce, peu importe ma qualification, l'idée, c'est d'avoir de la reconnaissance. Et on le verra tout à l'heure, la reconnaissance n'est pas que positive. En tout cas, ce sont des signaux qui sont importants d'envoyer aux équipes. Et puis, le dernier point qui était déjà très visible dans l'étude présentée tout à l'heure, c'est l'autonomie. Vous voyez qu'on retrouve quand même des critères qui semblent assez incontournables dans le développement des nouvelles stratégies mises en place, en tout cas sur la partie managériale. Alors, peut-être qu'à ce moment-là de la fin du constat, je peux laisser la parole à ceux qui auraient déjà des questions sur ce constat ou besoin de s'exprimer. Alix, on continue parce que je ne vous vois pas. On continue. Ouais. C'est juste que je pensais que les mots donner du sens, écoute, partie prenante, autonomie, gestion de projet, ça pouvait faire tilt chez quelques personnes que je connais bien, mais non, apparemment, pas de questions, c'est limpide. Bon, ça marche. On continue alors. Alors, il y a un point qui me semble important, qui à la fois qui fait partie du contexte avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet, mais qui est aussi très lié à l'état d'esprit dans lequel on peut se positionner en tant que dirigeant et manager quand on veut repenser sa stratégie managériale. Alors, c'est un concept que j'aime beaucoup de Stéphane Covey, qui parle des 3 zones d'influence, de contrôle et de préoccupation. Il n'est pas rare quand j'interviens en entreprise auprès de dirigeants qu'on reparte là-dessus. Pourquoi ? Je vais vous raconter la petite histoire d'un des dirigeants qui me dit il n'y a pas très longtemps, de toute façon, la crise a tellement affecté l'entreprise que j'ai du mal à voir comment on peut trouver des solutions. Les collaborateurs sont dans une posture de rupture avec le monde de l'entreprise. Bon, un schéma certes un petit peu noir. Et là, on se rend compte ensemble que tous ces propos étaient basés sur une zone sur laquelle ils n'avaient aucun impact. Le Covid, on ne l'a pas choisi. Le positionnement des collaborateurs aujourd'hui par rapport au monde du travail, il n'est pas choisi. Toute cette zone-là était sa zone de préoccupation dans laquelle il n'avait pas d'impact et d'influence. L'idée, c'est de travailler sur là où vous avez la marge de manœuvre. Alors, je présente ce concept. Stéphane Covey dit « Nous avons tous une zone de contrôle dans laquelle on peut intervenir.
C'est-à-dire que c'est la zone sur laquelle ça dépend de moi, les actions que je vais mettre en place, et j'ai même un impact qui est direct et immédiat. Alors, pour rendre très pragmatique ce que je vous dis là, j'ai une entreprise viticole. Aujourd'hui, mes collaborateurs sont au nombre de 10. Je vais pouvoir travailler avec eux sur ce qui va se passer dans l'entreprise, sur leur activité, le développement de leur formation, etc. J'ai la main totale là-dessus. C'est ma zone de contrôle. En revanche, j'ai une zone d'influence. C'est toujours ce que je peux. Alors, influencer, comme son nom l'indique, j'ai un impact qui est indirect. Je n'ai pas la maîtrise à 100% de ce sujet-là. En revanche, je peux influencer des décisions, améliorer les relations. Tout ne dépend pas que de moi. La part des collaborateurs est importante. On est dans du 50-50. Pour autant, votre manière d'être va influencer ce qui va se passer. Être plus à l'écoute, organiser un temps d'intelligence collective. Tout ça ne dépendra pas que de vous, parce que l'autre partie, ce sont les collaborateurs. En revanche, vous avez une zone d'influence. Et puis, la zone de préoccupation, c'est la zone de non-contrôle, sur laquelle on a énormément de dirigeants, et ce qui est tout à fait normal, hein, moi je normalise tout ça, qui focalisent là-dessus en se disant, mais finalement, c'est quoi ma marge de manœuvre? Si je vois que je n'en ai pas, c'est que je n'ai ni contrôle, ni influence, aucun impact. Par exemple, tous les regrets du passé, effectivement, les réactions des autres qui peuvent effectivement impacter, mais sur lesquelles moi, je n'agis pas. Et donc, je pense que c'est important de bien comprendre, dès lors que vous allez être en action ou en développement de stratégie, quelles sont vos zones de contrôle, d'influence et de préoccupation. On pourra y revenir, mais comme je le disais tout à l'heure, l'approche de ce webinaire, c'est aussi de vous amener à une réflexion. Donc, de pouvoir penser à des situations où vous avez été dans une de ces zones-là et quelle est la zone où peut-être dernièrement sur un sujet vous êtes positionné. Voilà ce point que je voulais vous présenter. Management, de quoi parle-t-on rapidement? Manus Adjare, c'est la main et l'action. On voit bien qu'on est dans quelque chose de l'ordre de je suis acteur. Je reprends les rênes, hein, ça vient même de tenir en main les rênes d'un cheval. Donc, je reprends les rênes avec toute l'étymologie qui a émergé avec ces termes-là, avec deux dimensions fortes dans le management, une notion plus technique de gestion de l'ensemble de l'organisation, de l'entreprise, l'unité, la coopérative, et puis une autre qui est plus la gestion d'une équipe. Et c'est là qu'on est vraiment dans la notion du rapport humain. Donc, bon, l'image qui me permet d'illustrer, c'est vraiment cette notion de reprendre les rênes, être en main et être dans l'action de ce qui se passe pour moi. Petit schéma aussi, manager, dirigeant, c'est aussi être face à soi-même. On va le voir tout à l'heure. Comment, avant de développer une stratégie, moi-même, je me sens en phase avec ça, avant de le présenter auprès de l'équipe, et comment j'apprends moi-même à me connaître vis-à-vis de cette stratégie. Ensuite, manager, c'est être face à l'individu, face à une équipe, d'accord, face à des problématiques et un environnement. Et c'est tout ça qui crée le rôle du manager, avec tout ce que ça comporte, la gestion financière, stratégique, les changements à faire évoluer. Donc, on voit que c'est très, très large, effectivement, mais ce management, il tourne autour de tous ces aspects-là. Alors, j'étais sceptique en repréparant ce webinaire. En fonction des demandes, il est important pour moi d'ajuster, mais il me semblait opportun de refaire un petit peu d'histoire sur l'ensemble des théories qui ont finalement apporté à aujourd'hui nos pratiques managériales. Donc, je vais tâcher d'être synthétique et en même temps, vous allez comprendre la passerelle entre cette première partie, qui est l'histoire qui nous enseigne avec toutes les théories du management, et la deuxième qui sont les clés motivationnelles pour remettre la machine en route ou en tout cas redévelopper un management qui soit en phase avec votre propre posture et votre propre positionnement stratégique. Alors, l'histoire, elle nous replonge un petit peu donc au début du XXe siècle sur les théories qu'on appelait classiques, avec un management qui se voulait plus scientifique. On repense bien évidemment pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est venu assez spontanément à Taylor, qui présentait quoi? Alors, si on regarde Taylor, c'est l'organisation scientifique du travail,
avec une dimension du travail qui est vraiment très basée sur toute cette notion de productivité, de rentabilité, de division des tâches, autant sur l'aspect vertical qu'horizontal. On dédie des spécialités en fonction des collaborateurs, et puis une vraie séparation au niveau de la hiérarchie. Et pour Taylor, c'était motiver les salariés au travers d'une rémunération qui était au prorata d'un rendement. Alors ça peut paraître très ancien tout ça. Il y a encore des organisations qui fonctionnent sous ce principe-là. Et c'est important d'en prendre conscience. Et si c'était votre cas, auquel cas, l'idée n'est pas de dire ce n'est pas bien, mais de prendre conscience des évolutions qui ont pu avoir lieu après tout ça. Donc là, on est vraiment dans un management purement organisationnel, basé sur l'autorité et dénué de toute valeur humaine. Productivité, rendement sont les maîtres mots. Ford, il a suivi avec une petite touche complémentaire, c'était de faciliter le travail des personnes. Il y avait cette notion avec l'idée du travail à la chaîne. On était quand même dans des rythmes et des cadences très, très élevés, d'accord, ce qui est la caractéristique fondamentale du Fordisme. Et puis, toujours dans cette notion où on était déshumanisé complètement du rapport managérial. Et on ne prônait absolument pas l'autonomie, l'intelligence des collaborateurs. Donc là, le management prôné par Ford, c'était organisationnel, directif et un brin de facilitation. On commençait à penser à comment, finalement, dans ma stratégie, je peux faciliter le travail des salariés. Ensuite, on arrive à en faire avec un Français, Fayol, qui lui repense, en fait, c'est un petit peu le pionnier de la gestion d'entreprise. Hein. On sent qu'il avait une âme d'entrepreneur et un des précurseurs du management en France, qui repense management avec le terme administration, mais au sens administration, gestion de l'entreprise, pas au sens administration comme il l'est perçu aujourd'hui. Et Fayol, il nous amène à repenser quoi? Un modèle qui repose sur prévoir, organiser, commander, coordonner. Tiens, on a une notion de coordination et contrôler. On reste encore dans les théories classiques où la productivité est au centre du management. Ensuite, on a Weber qui arrive avec un management plus bureaucratique, mais une pointe de sociologie. On repense avec Weber les rapports de pouvoir en entreprise. Et ils sont encore très nombreux aujourd'hui, hein, les rapports de jeu, de pouvoir, de jeu même parfois psychologique, même si ce n'était pas au terme de Weber. Et là, on repense autorité et pouvoir. C'est les prémices du leadership avec l'idée de est-ce qu'en étant dans l'obéissance, mon management va me permettre effectivement de développer mon entreprise, hein, de prôner l'obéissance. Donc là, on est vraiment dans un système d'autorité avec une dimension humaine qui est encore une fois occultée. Donc bureaucratique, on pose les règles, ce qui devient intéressant avec Weber, on le verra dans les cadres managériaux, on pose les règles et le respect hiérarchique. Alors là, c'est la vraie révolution quand on arrive à l'école des relations humaines avec Elton Mayo, on arrive vraiment, on passe un cap. Il révolutionne la vision managériale et l'organisation de l'entreprise, sans doute en étant psychologue et sociologue. Alors pour le coup, il est australien, alors qu'on a une vague de courants de pensée qui sont fondés par des Américains. Il est à l'origine donc de ce mouvement des relations humaines. Il intègre vraiment toute la dimension psychologique dans le travail. Et donc nous amène à penser en tant qu'entrepreneur à développer ces points-là. Donc, il veut faire comprendre aux travailleurs, ce qui est assez intéressant quand on fait le lien avec aujourd'hui finalement, que les intérêts des salariés sont convergents avec ceux des entrepreneurs. Donc, il y a vraiment cette notion de rapprochement hein, qui est peut-être les prémices de l'intelligence collective et de la co-construction. C'est peut-être moi qui interprète un peu, mais je le vois comme tel, ce rapprochement. Il conclut de ses travaux que la productivité dépend, alors là, c'est même plus un apport, elle dépend des relations sociales qui sont existantes dans l'entreprise. C'est fondamental, si les relations sociales ne sont pas intégrées dans l'entreprise, pour Mayo, la productivité et du coup le développement de l'entreprise est mis à mal. Et puis, il parle déjà, hein, à l'époque
où il a développé ses théories, de l'importance de la reconnaissance au travail. Comment j'apprends en tant qu'entrepreneur à reconnaître le travail de mes propres salariés et de mes propres collaborateurs. Là, c'est vraiment un cap fondamental. Donc, il marque le management qui repose vraiment sur la dimension forte de la place de l'homme dans le travail. Alors, je vais dérouler un petit peu plus vite, pardon. Kurt Lewin, pour lui, toujours cet esprit scientifique, il va parler de deux choses importantes. Un, le rôle du leadership. Hein, qu'est-ce que c'est qu'être leader? Est-ce que quand on est dirigeant, on est forcément leader? Est-ce qu'on est leader parce que finalement, on a la position hiérarchique ou est-ce qu'on est leader parce qu'on sait conduire et capter nos équipes? Là, ça démarre avec Lewin, donc ça me semblait fondamental. Il parle des résistances au changement qui sont totalement normales. Il normalise ces résistances au changement et on voit bien post-Covid combien on a encore des collaborateurs qui ont du mal à passer certains caps, ou dirigeants même, ou toute personne en fait, tout simplement. Et on lui doit aussi le concept majeur de dynamique de groupe. Comment on recrée dans l'organisation la dynamique qui permet de refaire avancer la machine. Bon, après, il parle d'un... Je ne vais pas m'étayer là-dessus parce que je vois que l'heure tourne, même si on a pris un peu de retard. Et donc, son management repose sur la gestion des transformations avec toujours le double volet. Qui dit transformation dit ce volet de contraintes. On va devoir s'adapter à. Hein, qui dit transformation ne dit pas que ça va être fluide. Et puis, tout le volet des opportunités. Alors, une femme, enfin, et non des moindres, Mary Parker Follett. Peut-être que certains la connaissent, elle est un peu moins connue malheureusement. Elle était conseillère en management américaine. C'est vraiment la pionnière des organisations du point de vue des ressources humaines. Enfin là, le terme. Elle va vraiment initier des idées comme déléguer l'autorité. Alors, il fallait que ce soit une femme, peut-être que je fais un peu ma féministe, mais déléguer l'autorité, c'est initié par Mary Parker Follett. Et promouvoir un management gagnant-gagnant. Là, on l'avait vu initialement, les intérêts convergent et là, elle appuie davantage sur cette action-là. La force de la diversité dans les organisations aussi. Plus on a de diversité, plus on a d'idées, plus on a de richesse dans l'entreprise. Et elle apporte une notion intéressante aussi à cette époque-là, qui était quand même, elle était assez précurseur, c'est que les conflits ne sont pas à éviter. Qui dit conflit dans une entreprise ne dit pas forcément qu'elle est mise à mal ou que ça ne fonctionne pas. Alors attention, qu'est-ce qu'on met derrière conflit? Mais conflit, c'est qu'on n'est pas en accord forcément, on n'est pas en consensus sur certaines choses. Pour autant, d'après elle, c'est aussi un moteur intéressant qui permet à l'entreprise comment on gère ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Elle reparle de leadership, de différence entre pouvoir et autorité. Vous voyez, ça a fait son cheminement. Donc, pour elle, vraiment, le management repose sur la notion de ressources humaines dans le sens capital humain fort de l'entreprise. Enfin, on a Abraham Maslow, lui qui est beaucoup plus connu, avec sa pyramide des besoins. Donc, il a une approche très humaniste en psychologie, avec Carl Rogers à son époque. Il travaille donc sur cette fameuse pyramide qui est très connue, qui a été très controversée, plutôt dans l'idée des différentes strates, hein, c'est-à-dire que d'après Maslow, on passe d'un besoin à un autre de manière hiérarchisée. Et pour certains psychologues, il n'y a pas cette notion de hiérarchie. On peut assouvir un besoin d'estime de soi sans pour autant avoir un besoin d'appartenance qui soit sécurisé. Voilà. Donc c'est là-dessus que ça a été controversé. Donc son principe de clarifier les besoins, ce qui est fondamental et c'est pourquoi je vous le présente, c'est comment je m'intéresse en tant que dirigeant et manager aux besoins de mes collaborateurs. C'est là-dessus que ça a du sens et c'est là-dessus que post-Covid, ça a doublement du sens. Quels sont les propres besoins aujourd'hui des collaborateurs? Qui dit les interroger là-dessus, dit pas répondre à tous les besoins, mais en tout cas avoir conscience de ces besoins-là. Donc c'est la question à l'époque qui pose, hein, comment intégrer les besoins humains dans la sphère professionnelle? Donc management qui repose essentiellement sur les besoins de l'homme et plus largement aujourd'hui dans la sphère du travail. Alors dans les années 50, on a une approche humaniste et on a Herzberg, qui est un psychologue, encore une fois américain, qui va s'appuyer sur les travaux de Maslow et qui va aller y coller
tout le volet de la motivation. Enfin, on parle de motivation des hommes au sein du travail. Comment je motive en étant dirigeant et manager? Et lui, vraiment, il fait un mix de la pyramide de Maslow et ses facteurs motivationnels. Il en distingue deux. Il voit deux types de besoins. Tous les besoins qu'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur de l'homme, du travailleur, qui sont plutôt des sources externes, qui sont pour lui des motivations à très court terme. Exemple, le salaire et les primes. Et en revanche, il voit un volet beaucoup plus puissant de motivation à long terme, qui est le volet de réponse aux besoins intrinsèques de la personne. Quels sont ses propres facteurs de satisfaction? Et là, on voit que c'est l'accomplissement dans une mission, pouvoir avoir du sens, être reconnu dans sa fonction, développer ses compétences. Et là, moi, je m'interroge, ces travaux ont lieu dans les années 50. Comment encore dans certaines organisations, les seuls leviers de motivation sont liés à des motivations extrinsèques? J'ai encore un dirigeant, je fais une petite aparté il n'y a pas très longtemps, qui me dit « je ne comprends pas, j'ai pourtant mis un post-it en disant que le premier qui me ramenait le post-it dans le bureau aurait 50 €, j'ai eu personne. » Un, il y a l'approche. Deuxièmement, est-ce que seules les sources de motivation reposent sur l'argent? C'est à s'interroger. En tout cas, Herzberg, à l'époque, pensait vraiment que les sources motivationnelles reposent sur ce qui est incarné, très lié à la personne. Donc là, on l'a vu, il travaille les facteurs motivationnels et la satisfaction des besoins en même temps. J'avance Herbert Simon. Alors là, on a aussi une petite révolution avec lui sur le volet. Il parle de concept de rationalité limitée. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? En fait, pour faire très simple, la rationalité limitée, il explique qu'il y a tellement d'informations dans l'entreprise qui sont, on l'a vu, liées, interconnectées, complexes, qu'il serait presque, comment dire, utopiste de croire qu'on pourrait faire une analyse rationnelle déductible par des processus d'action et gérer tous les comportements. Donc là, il révolutionne un peu et il est un des pères fondateurs, si certains connaissent la systémique, de cette notion-là, c'est-à-dire comment observer l'organisation dans son ensemble avec des systèmes, des sous-systèmes et mettre en place en fait des réponses en fonction de critères qui malheureusement ne vont pas être toujours objectifs et rationnels, mais en fonction des points de vue. Donc, en tant que dirigeant, j'accepte de dire que mon angle de vue ne sera pas toujours le plus pragmatique et le plus rationnel. Le Covid est une des vertus, a beaucoup insisté, en tout cas, les études qui ont été faites pendant le Covid sur le management, de comment je sais remettre en cause l'idée que je n'ai pas la science infuse en tant que dirigeant et manager et que finalement mon regard n'est propre qu'à un seul angle de vue et que tout est tellement interconnecté qu'il serait complètement rocambolesque de penser qu'une analyse pourrait être pleinement rationnelle. Donc là, c'est vraiment lui qui a l'initiative de ça. Donc, penser des décisions dans un environnement global sur lequel j'ai une vision qui reste la mienne et donc plus subjective. Ensuite, on a Deming, et on arrive à la fin bientôt là, de cette histoire-là, du déroulé de cette histoire avec des nouvelles clés, vous allez voir qu'il y a des passerelles. Deming, lui, il va aussi révolutionner le management avec un apport plus qualité. Là, il arrive avec le Total Quality Management qui développe énormément à l'époque au Japon. Les Occidentaux tournent le dos à Deming. Pour eux, ce n'est pas une approche qui est fiable. Il va commencer à voir le fruit de son travail dans les années 80 dans le mode occidental. Ses principes, c'est quoi? Identifier, éliminer ce qu'il appelle les gaspillages, qui n'est ni plus ni moins, on le verra tout à l'heure, que le lean management d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment je repense mon système d'organisation dans son ensemble et à quel endroit je vois qu'on perd du temps, que nos processus de production finalement n'amènent pas à quelque chose qui soit rentable. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il parle de gaspillage. Il amène aussi à repenser, à définir des objectifs en entreprise et donc en management
qui soit le plus smart possible. Donc smart, je rappelle, c'est voilà, mesurable, atteignable, réaliste et timé. Et le premier, spécifique, c'est-à-dire vraiment dans une notion de travailler la spécialisation de l'objectif. Prendre en compte, alors ça y est, il y vient lui, tout le volet RSE, prendre en compte la responsabilité sociétale de l'entreprise, encore une fois répondre aux besoins, et il crée cette fameuse roue de Deming ou le modèle PDCA qui est développé en entreprise, planifié, déployé, contrôlé et ajusté. Que donc là, beaucoup d'entre nous connaissent maintenant autour de la table. Super. J'espère. Super. Donc vraiment, avec Deming, on arrive à ce modèle-là à un management qui repose sur l'amélioration continue en entreprise. On revisite nos pratiques et à ce moment-là, on voit là où ça fonctionne et quels sont les endroits qui peuvent amener à réévaluer les pratiques. Hyper intéressant, on va le voir, hein, c'est le fondateur du Lean Management d'aujourd'hui. Et post-Covid, repenser sa stratégie et son management, comment ne pas travailler sur cet outil-là. Voilà. L'école néoclassique, alors là, on a Drucker. On le considère un petit peu comme le pape du management dans les années 70. 6 principes fondamentaux, c'est difficile de synthétiser, mais je m'y astreins. Là aussi, déterminer des objectifs clairs, opérationnels, motivants. Analyser, organiser le travail en structure, d'accord, en spécialité. Assurer un rôle motivationnel et communicationnel. Former les acteurs et piloter avec des normes élaborées. Et décentraliser les responsabilités, déléguer et rendre autonomes les acteurs. Donc là, pour lui, il y a un processus qui s'est mis en place. C'est très intéressant de combiner la roue de Deming et ce processus-là qui amène à redéfinir en fait tout un protocole et notamment si vous êtes en train de repenser vos stratégies, Drucker et ce processus-là sont très aidants. Donc objectif, délégation et communication, les fondamentaux du management pour Drucker. Senge, la 5e discipline, donc là, c'est l'organisation apprenante. Comment, en tant que dirigeant, moi-même, j'apprends de l'organisation et comment je permets à mes collaborateurs d'apprendre de l'organisation du monde de l'entreprise et de l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Donc là, il fixe 6 principes. La pensée systémique, on l'a déjà vu, j'accélère un peu. La maîtrise personnelle, comment j'apprends à approfondir mes connaissances, clarifier les approches de tout le système de l'organisation, remettre en cause les modèles et construire enfin une vision partagée, un cap, on le verra tout à l'heure dans les outils. L'apprentissage en équipe, les prémices de la co-construction, de l'intelligence collective avec Senge. Et donc, il montre un système avec ces 5 étapes-là. Donc, pour lui, le management repose sur la théorie des systèmes et la théorie des complexités. Et puis, donc, ce fameux Lean Management, il nous en reste 2. Le Lean Management, on en entend beaucoup parler. L'idée, c'est pas là non plus, comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer de mettre des petits bouts, des petits agréments comme ça dans l'entreprise en disant je fais du Lean. C'est vraiment un changement global de la façon de penser l'entreprise et de la façon de penser l'organisation. Alors, les initiateurs, on l'a vu hein, au départ, c'était effectivement Deming avec cette idée d'éviter les gaspillages. Et c'est exactement ce qu'a fait la première entreprise à l'époque Toyota, dans les années 50 après crise, qui n'avait pas d'autre choix, un peu comme notre contexte aujourd'hui économique, que de repenser l'intégralité des phases de l'organisation et de voir à quel endroit, l'idée c'est pas de pointer, c'est pas bien, mais de repenser ces étapes-là en se disant à quel endroit je peux être plus qualitatif et éviter des étapes bureaucratiques, etc. Donc là, vraiment, le Lean est ouvert à tout type d'organisation. J'entends, moi, des TPE, des fois que j'accompagne, non, mais moi, le Lean, c'est pas pour moi, je suis pas Toyota. Mais en fait, aujourd'hui, on a des exemples d'entreprises, et il y en a à Montpellier, hein, qui travaillent sur le Lean Management et qui repensent en fait tous ces principes. Le fondement de ça, c'est que le dirigeant soit prêt à tout revisiter, avec ce que ça peut entraîner effectivement comme risque. Hein, mais en tout cas, c'est une méthode de gestion qui va être beaucoup plus globale
et qui va permettre de repenser toutes les ressources. Voilà. Donc là, ici, on a tous les acteurs sont concernés. Hein. Le Lean, ce n'est pas développé dans le bureau du dirigeant uniquement. C'est chaque acteur qui repense le mode de l'entreprise avec un fonds qualité obligatoire. C'est des méthodes beaucoup plus agiles, hein, ce qui veut dire qu'on voit des entreprises qui se lancent dans le Lean et qui s'essoufflent. Et en même temps, quand ça marche, bon, ben voilà, on essaye de développer tout ça. Et c'est un système beaucoup moins pyramidal avec l'idée de favoriser l'intelligence collective. Donc, plus code blanc, code bleu. Avec le Lean, on mixe en fait tout ça, même si on a un cadre, mais qui est moins pyramidal. Et puis le dernier, avant de venir aux outils, le dernier, c'est Frédéric Laloux. Si certains d'entre vous le connaissent, à la fin, dans la bibliographie, il y a un de ses livres qui s'appelle Reinventing Organization, qui pour moi a amené beaucoup de choses dans les années 2010 et qui lance vraiment le champ des possibles dans une nouvelle façon de fonctionner. En gros, son constat, c'est le suivant, c'est de dire qu'on était arrivé, donc bien avant Covid, hein, à une espèce de limite dans les entreprises, de bureaucratie accrue, de frustration et de rapport de force, hein, parfois entre patrons salariés, de jeux de pouvoir qui se créent. Hein. Finalement, si dans l'entreprise, c'est celui qui réussit qui est le plus fort, ben, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des rapports de pouvoir, si c'est ça la règle, le jeu des égaux, une organisation en silo, et comment on remet tout ça en quelque chose qui a du sens et qui porte et qui remet une dynamique. Donc, il a imaginé des nouvelles façons de gérer l'entreprise, pas de sa propre idée, mais il a fait une étude en visitant, je crois, plus de 80 entreprises dans le monde, petites, grosses, etc. Et de là est né son bouquin. Alors, on peut dire soit il est très utopiste, c'est pas vrai, ça ne peut pas fonctionner. Mais finalement, on peut aussi repenser à des situations sur lesquelles, et ce pourquoi je vous ai présenté l'histoire, hein, si à chaque fois on s'était arrêté à la dernière théorie, on n'aurait jamais pensé avoir pu construire autre chose. Et finalement, on se rend compte que dans les organisations, c'est les nouvelles idées qui font émerger la dynamique et qui permettent vraiment aux collaborateurs de se sentir portés. Donc pour lui, on n'est pas au terme. Il a une vision qu'il appelle OPAL, et vous le verrez si vous regardez ce livre, avec 3 axes majeurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'autogouvernance. Plus d'intelligence collective. Alors, on peut prôner le 100%, c'est l'entreprise libérée. Bon, à voir, il y a un petit peu tout sur ce sujet-là. En tout cas, l'idée de dire que plus d'intelligence collective propice à l'avancée de l'entreprise, faire participer davantage les collaborateurs. Le deuxième, c'est une quête de plétude que je vais vous présenter tout à l'heure. Et le troisième, c'est la raison d'être de l'entreprise qui est fondamentale à penser si on veut arriver à embarquer d'un point de vue managérial les équipes. En gros, s'il n'y a pas de pilote ou on ne sait pas le cap, et ben, effectivement, on a des collaborateurs qui quittent le bateau ou qui quittent l'avion pour continuer sur la métaphore. Le pleinement soi, et puis je vous laisserai un petit temps de parole ou de questions ou de réactions même. Le pleinement soi de Frédéric Laloux, là aussi ça peut paraître très décalé. Pour moi, c'est très incarné de ce que je vois dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Il parle de ce postulat. Il dit qu'on arrive à l'entreprise, qu'on soit collaborateur et dirigeant avec notre part profonde de qui nous sommes, et puis ce qu'on appelle le masque social, l'ego. Il dit que les organisations jusqu'à maintenant ont laissé peu de place à la part profonde, mais plutôt à ce masque qui était important d'avoir en entreprise. Je la fais très vite. Hein. Dans ce masque-là, il voit 2 types d'énergie. Hein. Rien à voir avec la féminité, la masculinité, mais 2 types d'énergie. L'énergie masculine qui est plutôt la détermination, l'audace, la prise de décision. Et puis l'énergie féminine qui est plutôt la remise en question, le doute, l'apport émotionnel. Il dit que l'entreprise aujourd'hui, elle laisse davantage place, en tout cas jusqu'à peu, ces études, à cette part d'énergie masculine, à l'intérieur duquel, si on veut mettre l'émotion, non, pas de place. L'intuition, alors depuis on y est revenu avec l'émotion et l'intelligence émotionnelle. Hein. L'intuition, moins de place aussi, le spirituel, n'en parlons pas. Donc il resterait la partie très rationnelle et pragmatique de toute personne en entreprise, qu'il soit dirigeant ou collaborateur. Et d'après lui, ça amène à quoi? C'est que ce 1/16e du potentiel de la personne,
d'abord ne permet pas d'exploiter l'ensemble de ce que la personne peut apporter en entreprise, d'où l'idée aujourd'hui de revenir sur cette part profonde, hein, au sein de laquelle on travaille l'intelligence émotionnelle, les soft skills, la capacité à développer son agilité. Et puis le deuxième point, c'est que ce 1/16e utilisé en entreprise, il amène à des malaises et au burn-out qu'on voit de plus en plus se développer. Donc pour lui, il y a vraiment l'urgence à rééquilibrer la partie cognitive et la partie émotionnelle, sensibilité de chaque collaborateur dans l'entreprise. D'où l'idée en tant que dirigeant et manager de pouvoir aussi travailler avec ces nouveaux outils. Voilà. Eh bien, peut-être place aux réactions et aux questions. En plus, ça laissera un petit peu de temps à Karine de reprendre son souffle. Je suis sûre qu'il y aura forcément des réactions de certains, parce que quand on entend parler de PDCA, d'objectifs clairs, de pensée systémique, de vision partagée, de raison d'être, ça ne peut que résonner. Sinon, je désigne d'office. Est-ce que dans l'histoire, peut-être je peux vous poser une question, dans l'histoire des conceptions, des concepts managériaux que j'ai pu vous présenter, il y a eu des résonances pour vous de certaines choses au sein de vos entreprises? Moi, je vais me lancer. Donc, Christophe Bonnemort, directeur de la Cavale. Donc, une petite coopérative dans l'Aude. Oui, par rapport à cette question, bon, déjà, le tour de force est assez remarquable, je trouve, voilà, parce qu'effectivement, il nous permet en quelques dizaines de minutes de rassembler ce qui parfois était épars, hein, c'est-à-dire ce qui est un petit peu dans différents coins de notre esprit, plus ou moins oublié. Et effectivement, je pense que la problématique, notamment quand on partage le management avec d'autres cadres dirigeants, c'est qu'on n'a pas cette même notion. On s'est parfois, certains d'entre nous, je vais globaliser, on s'est arrêté à un moment de l'évolution du management. Alors, je ne pense pas que j'ai des managers autour de moi qui sont à l'époque de Ford ou de Taylor, hein, mais effectivement, les dernières avancées sur l'intelligence collective et puis laisser pleinement au risque de perdre du pouvoir. Ah, on a perdu Christophe. Christophe, tu es figé. Problématique de réseau, peut-être, non? Peut-être. Oui, la Cavale, c'est un peu loin. Quelqu'un d'autre pour prendre le relais? Dommage, c'était très intéressant l'approche. Il va revenir. Est-ce qu'on attend, Alix? Comment vous voulez qu'on procède? Quelqu'un d'autre doit peut-être, je ne sais pas, oui. Je ne sais pas si Jean-Marc est toujours là. Sinon Didier, par exemple. Si, je suis toujours là. Non, mais effectivement, toute cette histoire du management à travers peut-être la dizaine de personnes que vous avez évoquées était très intéressante. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ça, même si on a pris des cours de management à droite et à gauche. Et toute cette évolution était très intéressante. C'est bravo pour ce bon résumé et cet enthousiasme à chaque fois et à chaque mot. Voilà. Super. Merci du retour. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça soit éclairant pour vous. Écoutez, Alix, vu le timing et vu le délai... Oui, on continue. Hein, voilà. Allez, on y va. Alors, donc le post-Covid... Il y a Christophe Bonnemort qui est revenu. Il peut peut-être poser sa question du coup. Donc, du coup, la question je ne sais pas ce que vous en avez entendu de ma réaction, effectivement, surtout le fait qu'on ne soit pas tous au même niveau de définition du type de management. Ouais. Et c'est OK d'accepter ça, en fait. Hein. L'idée, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas une bonne position dans l'entreprise aujourd'hui. L'important, c'est que vous soyez au clair avec là où vous en êtes. Et donc, c'est ce que je vois, pas mal de dirigeants qui me disent « Oui, mais s'il faut replonger dans tout ça, c'est quoi les conséquences ?» Eh bien, c'est un risque à prendre, en fait. Voilà. C'est soit on replonge, soit on saupoudre. Après, il n'y a pas de vérité.
moi j'ai tendance à dire, mais de mon angle de vue qui est complètement différent aujourd'hui, que si réellement on veut impulser une nouvelle dynamique, eh ben, ça demande un peu d'audace, effectivement, de repenser certains champs. Mais il n'y a pas de vérité sur ce sujet. Mais certains autour de l'écran, là, ont déjà lancé cette dynamique au travers de la stratégie de la RSE et donc du management, et ont déjà intégré les derniers Deming, Drucker, SNG, Lalou à travers des accompagnements. Et donc, c'est en route. Super. Je crois que l'un des enjeux, pour prolonger ce que disait Christophe, c'est effectivement de sortir d'une posture des fois purement hiérarchique, se mettre un peu en danger quelque part et à l'écoute pour aller tirer le meilleur de chacun, ce que vous résumiez avec les 16 parties dont on disait seulement une, je crois. Ça, c'est un enjeu majeur. C'est, à mon sens, l'une des évolutions majeures du management sur les dernières décennies, parce que c'est pas tout à fait hier. Et c'est ça qui est intéressant, de sortir de cette posture, oui, purement hiérarchique, je me répète. Ouais. Vous faites totalement bien la transition. Écoutez, on pourrait croire qu'on a travaillé ensemble sur le support, parce que c'est exactement l'idée de ce post-Covid. On sort du comment des contrôles très caractérisés et caricaturés plutôt par l'image potentiellement d'un Trump, en auquel cas je n'émettrai d'avis ni de relation avec les participants autour de cet webinaire, mais on arrive plus à un modèle CAR qui est confiance, autonomie et responsabilisation, où on porte en fait, et vous le disiez très bien, la position hiérarchique change. Vous le voyez sur les petits dessins qui sont illustrés, c'est qu'on est dans l'équipe. On est vraiment dans l'équipe. Et le leader, en fait, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas uniquement une position hiérarchique, il donne une vision, il est dans l'organisation, il n'est plus en posture haute, il n'impose pas, il entraîne par les convictions, par le cap, par le sens, par la relation et par la communication. C'est vraiment là, le changement se fait post-Covid. C'était initié bien avant, mais là, c'est très marqué avec ce qu'on vient de vivre. Alors, on est passé donc d'une économie industrielle où on embauchait des bras à une économie de la connaissance où on embauchait des têtes, et maintenant une économie humaine où l'on embauche des cœurs. J'ai beaucoup aimé cette citation de Dov Seidman, qui est un consultant qui effectivement a travaillé sur ces approches, et je trouve qu'elle résume assez bien l'idée de dire, OK, chacun se positionne comme bon lui semble. En tout cas, on voit bien comment l'attente des collaborateurs se situe à des endroits qui ont changé. Alors, certains fondamentaux du management, je vais passer très vite ça. Le premier, me semble-t-il, c'est de mieux se connaître pour mieux manager. Comment passer à côté de l'idée de... ah, il y a un écho, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Comment faire l'économie, effectivement, de travailler davantage sur soi en étant dirigeant? Alors, je mesure à quel point pour certains il y a des freins sur ce champ-là. Aujourd'hui, ça semble quand même un postulat indispensable. Travailler la conscience de soi, c'est une chose, la connaissance une autre, l'acceptation et l'estime de soi pour être un petit peu plus dans une position confortable. C'est surtout ça, et pas avoir le costume trop petit, trop grand, et dire finalement je fais parce que c'est comme ça qu'il faut faire et que dans les théories on m'a demandé de faire ça. Il n'y a rien de pire, me semble-t-il, si ce n'est pas ajusté, aligné avec la personne que vous êtes. D'où mon postulat avant de démarrer, de dire que plus vous êtes en adéquation avec ce qu'on présente comme outil, et plus ça fonctionne bien dans le management. L'autre point indispensable, c'est penser ou repenser. Tout à l'heure, Alix le disait, pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même déjà initié, lancé des choses en termes de stratégie. C'est cette fameuse raison d'être. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'allégorie du tailleur de pierre. Ça vous parle? Je veux bien que ceux qui la connaissent au moins fassent un petit signal en disant oui. Il y en a quelques-uns qui la connaissent, qui sont capables de la raconter maintenant, n'est-ce pas? Allez, Didier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous la raconter? Il devrait la connaître par cœur. Ou Christophe, qui lève la main. Ouais, allez Christophe, on vous écoute. Christophe, vous voulez nous la raconter ou vous préférez que je prenne la main? Le micro est coupé. Non, mais c'est Alix qui me l'a apprise, donc je ne vais pas la... ok, Alix l'a connaît bien. C'est que de la raconter, c'est bien elle. Non, mais allez-y, Karine, allez-y. Est-ce que tout le monde la connaît? Parce que sinon, on passe comme ça. Alix, tout le monde dans le public, tout le monde connaît cette allégorie? Pas tout le monde. Je ne connais pas, non.
Non, alors, allez-y, elle est belle. Alors, l'allégorie du tailleur de pierre, en fait, ça reste une allégorie, mais qui pour moi devient très pragmatique à partir du moment où on arrive à la transposer dans la réalité de nos entreprises. En fait, c'est l'histoire d'un roi qui se retrouve sur un chemin et qui voit au loin sur ce chemin 3 tailleurs de pierre qui sont en train d'être à la tâche. Et le premier tailleur de pierre, il le voit au loin très éreinté, une posture courbée, des expressions du visage très en colère, et le roi s'avance et lui dit « Mais que faites-vous, cher ami ?» Et le premier tailleur de pierre lui dit « Je me tue à la tâche pour tailler cette pierre. » Il est dans la plainte. Bref. Le roi continue, poursuit son chemin et s'approche de ce deuxième tailleur de pierre qu'il voit un petit peu plus rehaussé d'un point de vue de la posture, un visage assez neutre, une expression qui n'évoque pas grand-chose. Et là, le roi lui demande « Que faites-vous, cher ami ?» Et l'homme lui dit « Je taille la pierre pour nourrir ma famille. » Bon. Et puis le roi poursuit son chemin et là, il voit au loin un homme complètement exalté par la tâche, en train de siffloter, un visage radieux. Il taille sa pierre et le roi s'approche et lui dit « Mais que faites-vous, cher ami ?» Et là, il lui dit « Je participe à la construction de cathédrales. » Donc, cette allégorie, elle nous apprend quoi? On avait 3 hommes sur une même tâche, certes avec 3 passés, 3 histoires sans doute différentes, mais qui chacun dans ce même rapport au travail voit sa mission avec un sens qui est complètement différent. Et donc, ce qui me semble important aujourd'hui pour motiver les équipes, c'est arriver à les reconnecter à la raison d'être de l'entreprise. Tout à l'heure, j'entendais M. Delagarde qui, quand il a fait son introduction, disait « Dans la stratégie du contrat agro, repensons l'alimentation plaisir. » Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Comment on contribue à refaire naître le plaisir de l'alimentation, etc. En fait, c'est exactement ça par entreprise. Moi, quand je travaille avec certaines équipes, on repense ensemble, on retravaille avec des ateliers sur comment recréer la raison d'être de l'entreprise. Et donc, cette allégorie, je trouve, est très aidante pour comprendre en fait l'importance. Et là, si on transpose ça à notre fameuse petite histoire du management, on se rend compte qu'on vient chercher quoi? On vient chercher là, chez chaque collaborateur, la motivation qui est intrinsèque. On redonne vraiment le sens et on répond aux besoins du collaborateur qui a besoin de se projeter, de voir à quoi il contribue, quel est son rôle, qu'il soit livreur, cuisinier, peu importe son rôle finalement dans l'entreprise, il peut contribuer au sens et à la raison d'être. Donc, Carnegie avait vraiment exprimé que provoquer le désir de faire est important en fait, avec ce sentiment qu'on travaille pour atteindre un objectif commun qui a du sens. Et donc là, on parle beaucoup de motivation et d'engagement. Et l'engagement, il s'enracine dans le sens qu'on donne à son acte. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne sais pas où on va, je perds en motivation. L'autre point qui me semble important et qui est toujours dans cette raison d'être, et j'aime beaucoup ça aussi, mais beaucoup plus contemporain, c'est Simon Sinek. Il y a un TEDx en vidéo qui est assez parlant des années 90, je crois, le concernant, où il réexplique en fait, au travers du cercle d'or, l'importance du pourquoi. C'est-à-dire, à partir du moment où il part du postulat, pardon, je voulais aller vite et du coup, je peux en brûler le sens de ce que je veux vous présenter. Il part du principe qu'une entreprise travaille beaucoup sa mission, d'accord? Donc, ce qui est le quoi. Elle travaille son comment on va le mettre en place, mais comment elle travaille son pourquoi. Et pour lui, il faudrait démarrer par ça. C'est-à-dire avant même la mission, le pourquoi est fondamental pour reguider l'action. Donc, c'est très en lien avec l'allégorie finalement du tailleur de pierre. C'est repenser toutes les modalités dans l'entreprise qui nous amènent à dire pourquoi. Et je vais même aller plus loin. En tant que coach, c'est aider les dirigeants à être des managers coach qui demandent sans arrêt à leurs propres collaborateurs pourquoi tu veux mettre ça en place et qu'est-ce qui permet et pourquoi tu veux faire ça, etc. C'est réinscrire le pourquoi dans l'organisation et rendre l'autre acteur et responsable de ce qu'il met en place. Je pense que ces 2 points-là sont fondamentaux.
Donc, avec ça, on ne peut pas passer au travers de tout le volet de la mission, de la vision et des valeurs. Je vais aller très vite sur ce volet-là parce que je vois que le temps tourne. Retravailler la raison d'être, c'est bien évidemment retravailler les valeurs et la mission de l'entreprise. Un autre point qui me semble important, une fois qu'on a compris comment on fonctionne en tant que dirigeant, une fois qu'on a compris la raison d'être et le sens que l'on veut donner à son projet, c'est reposer le cadre. Et en management, c'est juste indispensable. Alors derrière cadre, chacun y va de sa représentation. Ouh là là, des règles qui enferment, surtout pas. À l'inverse, est-ce que je ne vais pas retomber dans l'autorité? Voilà toutes les présupposés qui peuvent arriver quand on pense à cadre. Mais en fait, le cadre, il y a une personne qui a travaillé là-dessus, et là aussi j'adore, c'est Patricia Crossman, qui part du principe que dans une organisation, et en management c'est fondamental, on a besoin de protection, qui est le premier P, puisque son concept tourne autour des 3 P. Ces protections, c'est ce fameux cadre dont elle parle, c'est un besoin de structure. Il est plus ou moins ouvert, plus ou moins souple, en tout cas, il doit exister pour elle. Il permet de définir, par exemple, une charte relationnelle. Dans l'entreprise, on a le droit de certaines choses relationnellement et on n'a pas le droit de certaines choses. Je repense à des centres optiques que j'ai accompagnés il n'y a pas très longtemps et il y a un manager qui me dit, un opticien, la personne sortait comme ça à fumer des cigarettes, ce n'était pas acceptable. Et je lui dis, est-ce que c'était clairement défini dans l'organisation, ce principe? Et il me dit, bah, non, c'est du bon sens. Et je lui dis, votre bon sens n'est peut-être pas le bon sens de cette personne et peut-être que les règles de fonctionnement de là où elle était dans l'autre centre optique n'étaient pas les mêmes. Donc l'idée, c'est de reposer ces règles et même les règles relationnelles. Et donc Patricia Crossman explique que quand on pose ce cadre, on répond aux besoins de structure et ça libère quoi? Ce qu'on appelle le besoin de permission, de liberté. En fait, c'est vraiment la liberté de pouvoir agir et du coup de développer son plein potentiel, ce qu'elle appelle, elle, sa puissance. Donc en gros, plus on pose les règles, plus on permet aux initiatives d'exister, contrairement au schéma de pensée qui nous fait croire l'inverse, plus à ce moment-là, on n'est plus contrôlant, les règles sont posées, chacun agit dans le cadre, et d'où le terme, on ne recadre que quand nécessaire. Et donc là, on laisse agir l'émulation entre protection et permission, ce qui crée cette pleine puissance. Ça me semble le deuxième point fondamental. Le troisième, après mieux se connaître, la raison d'être, donner du sens et reposer le cadre. Ensuite, c'est développer l'écoute. On l'a vu dans les constats qui étaient posés tout à l'heure. L'écoute est une attente importante de la part des collaborateurs. Le besoin de pouvoir s'exprimer, d'exprimer ses besoins aussi, tout simplement, de recréer cette confiance. Et donc, il y a vous devez connaître ça aussi, tout le volet de l'écoute active, ça vous parle, je suppose? L'écoute active? Non? Oui? Peut-être? Pas de commentaire, donc... Bon, ok. Alors, l'écoute active, en fait, c'est développé par Carl Rogers. Ça va bien au-delà de l'écoute. C'est vraiment, comme son nom l'indique, une démarche, une dynamique qui permet, en fait, de rendre la relation beaucoup plus sécure. Alors, elle repose, je vais vous le faire très vite, autour de 10 principes. L'idée de ces principes d'écoute active, c'est quoi? C'est permettre effectivement donc des temps d'expression où quand je suis en interaction avec une personne ou un groupe de personnes, d'abord je questionne. Et ça, c'est intéressant, ça remet le rôle du manager coach, ça remet la place au collaborateur d'interroger. Ensuite, en fonction de ce qu'il me dit, je reformule, voir si j'ai bien compris. Dans les temps de réunion, par exemple, où on laisse émerger de nouvelles idées. Puis, je synthétise. Je fais silence, ou je laisse place à l'autre. J'observe le langage corporel, ce qui se passe dans la réaction de l'autre. Alors, j'écoute effectivement les émotions, je vois s'il y a de la colère ou pas. Je manifeste de l'intérêt pour ce qui est dit. Je montre de l'empathie et je reste concentrée. Alors, il faudrait développer beaucoup plus longuement pour pouvoir voir l'effet précis de ce principe, qui est très en lien avec la communication non violente. Mais il permet quoi, si c'est intéressant pour vous de le creuser individuellement, il permet de sécuriser la relation. On rentre vraiment dans un rapport beaucoup plus sécure.
il permet de comprendre les besoins, de vérifier le niveau de motivation. C'est quand finalement je vais ouvrir des temps d'expression que je vois ça, l'implication. Il permet de poser des questions, voilà, développer cette responsabilisation, d'identifier des nouvelles idées. Encore une fois, on disait le dirigeant dans la tour dorée qui aurait toutes les idées, le postulat il est tombé. Aujourd'hui, on sait à quel point les idées viennent aussi des collaborateurs, peu importe leur poste. Et il permet de répondre aux besoins de lien social, qui est juste fondamental au sorti de cette crise sanitaire. Donc, vraiment, ce principe d'écoute active, il est très puissant. Je repense là à des dirigeants, encore une fois, de petites structures. Je repense à une entreprise polycole que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit « Aujourd'hui, je mets en place des temps ouverts un par semaine où les gens viennent, chacun a un temps d'expression qu'il le souhaite. C'est un espace ouvert. » Et donc là, chacun peut s'exprimer. Alors, les premiers temps, elle m'a dit que c'était un peu muet, il fallait qu'on anime, et puis petit à petit, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Donc, c'est possible à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, repenser une communication gagnant-gagnant. Donc là, le principe, alors je vais passer ça parce que sinon on n'aura pas le temps, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est les trois états du moi d'Éric Berne, mais ça me semble un peu court au regard des 10 minutes qui nous restent. Repenser donc une communication assertive. Sortir en fait de ce qu'on appelle le triangle dramatique, peut-être que certains connaissent ça, mais là on les revoit les 3 états du moi, c'est-à-dire on a tous en nous, peu importe notre âge, notre expérience, l'idée d'être à la fois dans une posture d'expliquer les règles, le fonctionnement, d'être ce qu'on appelle le parent plutôt normatif ou protecteur. Et on peut tomber ce qu'on appelait le manager paternaliste, qui ressemblait plutôt à cette catégorie-là. En face, on peut avoir des collaborateurs un peu en mode enfant, c'est-à-dire qui sont en demande. En fait, ils viennent formuler des demandes et puis le dirigeant, il répond aux demandes. Et donc là, une fois qu'on a ça, on a une espèce de relation qui se crée entre parents-enfants, dans les 3 états du moi décrits par Berne. L'idée, c'est de ramener le plus possible l'autre en face de soi et nous-mêmes à l'état adulte, c'est-à-dire au factuel, qui n'occulte pas l'idée d'être très attentif aux émotions qu'il peut y avoir, mais ne pas rentrer dans ce schéma d'échange-là. C'est vraiment rester de la position d'adulte à adulte. L'autre me fait une réflexion en disant « Oui, mais moi, finalement, les horaires ne sont pas convenables, etc. » Je mets l'autre en position de responsabilité. Très bien, que ferais-tu? Donc, si tu étais à ma place, ou qu'est-ce que tu préconises? Et là, on n'est plus en posture de demande. Donc, je remets l'autre en position d'adulte. Donc, dans la communication assertive, l'idée, c'est vraiment de remettre l'autre d'adulte à adulte. Je suis désolée, je passe plein de choses parce que je vois l'heure qui tourne. De repenser la communication en disant « Je ne suis pas passif, je n'occulte pas ce qui se passe, je ne reste pas le dirigeant dans ma tour dorée, ce qu'on appelait paillasson. Je ne rentre pas dans l'agressivité de la réponse qui peut être apportée. Je ne rentre pas dans les jeux de manipulation. Je reste dans l'équilibre et l'assertivité d'adulte à adulte, de factuel à factuel. » Là, on est vraiment rentré dans le passage de la relation interpersonnelle. Comment, au travers de mon management, ou comment moi j'accompagne mes managers dans l'entreprise à avoir cette posture, au lieu de répondre à l'attente permanente des besoins, à remettre l'autre en position de responsabilité. J'ai été très ambitieuse dans le déroulé, même si on a commencé à écart. Alix, il me reste combien de temps? On va dire 10 minutes maximum. On doit finir normalement à 12h30, mais on peut peut-être déborder de 2 minutes. Okay. Oui. Ok. L'autre point, on l'a vu, dans les constats qui avaient été faits, la demande des collaborateurs était d'être de plus en plus autonome et responsable. En fonction de quoi? De son niveau de compétence et de motivation. Donc là, on a une psychologue qui s'appelle Catherine Seymour qui a développé la roue de l'autonomie et que moi, j'aime bien présenter en lien avec le leadership situationnel. Pourquoi? Parce que ça permet à chacun de vous reprojeter dans des situations de collaborateurs, de voir quel est leur niveau de compétence et leur niveau de motivation. Et c'est ce mix et cette combinaison de ces 2 critères
qui permet de voir quel est le degré de délégation que je peux mettre en place auprès d'une équipe, auprès d'un collaborateur. Alors, l'étape 1, c'est un nouveau collaborateur qui entre dans l'entreprise, et je sais que vous en avez pas mal avec les turnovers, les absentéismes, les pénuries. Donc là, on sent qu'il a un niveau de dépendance, ce qui est normal. Il est nouveau, il n'a pas toute la compétence. Est-ce qu'il a la motivation ou pas? C'est difficile de le jauger. Donc, c'est complètement OK d'avoir un style plus directif et de cadrer le collaborateur. Il est encore en mode de dépendance, donc on fixe les objectifs, on répartit les tâches, on aide à l'apprentissage et on l'aide à prendre des décisions. Le collaborateur, une fois qu'il a passé cette étape, il a acquis des compétences, il commence à se développer, il acquiert une forme de motivation dans l'entreprise, il a compris le sens de l'entreprise, le rôle qu'il peut avoir, et il devient un petit peu plus contestataire. Les dirigeants qui disent « Ah ben ça y est, je l'ai embauché et maintenant il commence un petit peu à faire sa vie, à remettre en question les choses, etc. » Je dis « Mais en fait, c'est normal. » Et c'est plutôt bon signe. Alors, tout ça, bien évidemment, est à évaluer en fonction des degrés chaque situation, mais c'est une phase dans laquelle il commence à se conforter, un peu comme l'éducation, des enfants qui grandissent, ils commencent à se conforter. Et là, l'idée, c'est d'adopter un management plus persuasif, c'est-à-dire le convaincre. On l'entraîne dans quelque chose, on l'encourage et on lui explique les prises de décision. Et puis, on a un collaborateur, petit à petit, qui gagne encore plus en compétences, il est installé dans cette motivation, il a acquis une expertise. Il devient un peu plus indépendant et là, on peut adopter effectivement un style de management qui est plus participatif. On l'intègre aux prises de décision. On est là vraiment pour l'épauler. Le cadre est posé, la raison d'être est fixée, l'écoute est présente dans l'entreprise, la communication est plutôt assertive, on est adulte à adulte, on a quelqu'un qui a des compétences et des motivations, on est vraiment dans la phase de participation du collaborateur. Et puis la dernière, il rentre en mode interdépendance, il a acquis de l'autonomie, il est complètement expert dans son domaine, il est totalement intégré et engagé dans l'entreprise, on a plutôt un style délégatif. Le cadre est posé, on n'intervient que très peu. Donc là, vous devez voir au travers de cette roue des collaborateurs que vous avez dans l'entreprise et quel est leur niveau possible d'autonomie ou pas. L'autonomie à tout prix dès le départ, c'est casse-pipe, pardonnez-moi l'expression. Et à l'inverse, être très directif sur des situations où on a acquis l'expertise, ça fait partir des collaborateurs. Donc moi, je vois des situations d'entreprise, on me dit pourquoi ils partent. Mais où est-ce qu'ils en sont au niveau de leurs compétences et de leur motivation? Et on voit quel est le style de management qui est adapté en face. Voilà. Ça me semble un point important et d'autant plus qui est très demandé. L'autre point, on en a beaucoup parlé, c'est favoriser cette co-construction, cette intelligence collective. Je ne vais pas avoir le temps de le déployer, mais il y a un outil qui est top. Moi, j'organise des ateliers aussi sur le co-développement. Alors, c'est une méthode qui peut paraître comme ça sur le papier un petit peu utopiste aussi, mais qui fonctionne très, très bien parce qu'il y a un cadre, d'abord. Le cadre est posé, les règles du jeu sont fixées et ça laisse vraiment une opportunité, des résolutions de problématiques. Tiens, je vous prends un exemple rapide. Une cadre de santé qui avait modifié les plannings parce qu'on lui avait demandé en horaire coupé. Ça a fait un tollé auprès des équipes. Personne ne voulait d'horaire coupé. Pendant 3 mois, elle s'est pris la tête à essayer de recomposer les horaires. Elle commençait elle-même un petit peu à perdre en motivation. On a mis en place cet atelier. Ils ont développé ça. Au bout de 2 mois, ils ont dit « Ok, on va garder les horaires coupés parce que finalement, c'est très compliqué de fonctionner autrement. » Elle aurait pu s'épuiser à la tâche. Au final, le process a aidé à responsabiliser les collaborateurs et à se rendre compte que finalement, la problématique, elle était valable pour tous et que la solution n'était pas innée. Voilà. Pour fédérer les équipes, on va y revenir, tout ça, c'est OK. On l'a vu dans les statistiques tout à l'heure, dans le constat, favoriser la reconnaissance au travail. Alors là, les signaux de reconnaissance, allez-y gaiement. Alors, uniquement quand ils sont incarnés. Là aussi, on peut voir des dirigeants qui me disent « j'arrête pas d'en faire, etc. » Et pour autant, ça ne marche pas toujours très bien. L'idée, c'est effectivement comment vous incarnez au travers de votre posture. Est-ce que c'est judicieux, adapté? Voilà, l'idée, ce n'est pas de surjouer ces signaux de reconnaissance. Donc, ils sont très importants. Ils peuvent être positifs ou pas.
C'est-à-dire que pour accompagner, je pense à une équipe là, que j'avais accompagnée il y a quelques temps qui me disait, en fait, on ne sait pas ce que pense le dirigeant de notre travail, mais moi, je préférerais parfois qu'ils viennent me dire quand ça ne va pas plutôt que rien. Et donc ça, c'est hyper important à intégrer et comprendre que finalement, à partir du moment où on est dans cette posture de adulte à adulte, tout est possible à dire, même quand ça ne fonctionne pas bien. Et ce qu'a besoin le collaborateur, c'est du feedback, des signaux de reconnaissance qui permettent de l'aider à avancer. Voilà, j'en arrive à la clôture avec un petit peu d'accélération sur la fin de ce webinaire. Donc, tout ça me semble important dans les clés de motivation. Pourquoi? Pour privilégier le lien de confiance. Donc, si on rebalaye un peu, on a vu qu'il était nécessaire d'avoir un cap commun au travers de cette raison d'être, de comment je donne du sens, d'avoir un cadre qui soit clair et défini, autant flexible que cela vous convient, autant plus rigide aussi. L'important, c'est qu'il fonctionne pour vous et qu'il ait du sens. Remettre de l'écoute et de la communication assertive, déterminée d'adulte à adulte au sein de l'entreprise. Favoriser la délégation et l'autonomie, ça semble indispensable en fonction de ce que vous aurez pu identifier, ou vos équipes RH ou vos managers, des niveaux de compétences et de motivation. Refavoriser des terreaux propices à la co-construction, à l'intelligence collective, et ce qui va favoriser le sentiment d'appartenance. Et puis développer les signaux de reconnaissance, se donner droit à l'erreur. Je crois en tant que dirigeant, ça me semble important. Tous ces webinaires et ces informations descendantes peuvent des fois un peu donner le vertige. Je l'ai dit en démarrage, ce sont des propositions à vous de voir qu'est-ce qui vous semble ajusté pour vous ou pas. Et quand on essaye, bien forcément, comme le vélo, on tombe les premières fois, si c'est les premières fois. Prendre du plaisir. Je crois que manager aujourd'hui, c'est aussi vraiment passer ce message de plaisir à être dans l'entreprise et à le véhiculer. Et puis enfin, plus vous avancez sur la connaissance de vous en tant que dirigeant, et plus votre management il est en accord et aligné avec ce que vous êtes et avec votre entreprise. Voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire. Je pense, Alix, que je suis à peu près dans les clous et Monsieur Delagarde. Midi 30. Après, on peut se donner quand même un petit temps d'échange, questions-réponses. Moi, juste un petit point là sur se donner le droit à l'erreur. C'est aussi donner le droit à l'erreur à ses collaborateurs. De la même façon, Ouais. si on veut leur laisser une part de créativité, il faut éviter de les brimer dès qu'il y a une erreur. Voilà. L'important, c'est de ne pas la renouveler. Alors, on peut s'accorder quelques minutes si vous avez des questions, des partages. J'ai bien levé le... Arrêtez le partage. Oui, c'est bon, ça y est. Voilà. Donc, allez-y. Alors, déjà, bravo, hein, Karine. Merci. Merci beaucoup. Oui, bravo. Un joli marathon, mais très, très riche. Merci. Je suppose que tu as des questions ou des remarques? Moi, Didier Crabos, donc une réaction très positive. Je pense que c'était très dense, mais très appétissant. Donc, c'est pas du tout roboratif, et je pense que voilà. Et l'autre remarque, je pense que en tant que ce qu'on voit dans l'évolution des méthodes qui est présentée, c'est qu'il ne s'agit pas de changer que le manager, c'est tout l'écosystème qui doit bouger là, sur une nouvelle culture du management. Et je ne peux que reconnaître que la construction du démarche RSE, et ce n'est pas une surprise quand on voit les dernières évolutions, c'est sûrement un très bon support, une très bonne clé d'entrée pour se découvrir, enfin, en tant que manager et avec l'équipe, c'est évoluer ensemble sur un nouveau contrat social de l'entreprise, sans qu'on ait l'impression les uns ou les autres de jouer un rôle nouveau. Donc, je pense que c'est une très bonne clé d'entrée pour intégrer naturellement une nouvelle culture d'entreprise. Voilà. Mais donc, on a envie d'y revenir maintenant. C'est ce que nous avez fait. Là, on a lu la carte, mais on a envie d'y revenir. Ouais, super.
Oui, effectivement, l'idée, c'est d'avoir des éclairages et quand on est opérationnel dans l'entreprise, c'est une manière d'avoir une bulle qui nous amène à regarder un petit peu ce qu'on met dans l'entreprise de manière différente et d'avoir envie, effectivement, mais tant mieux si ça a suscité ça, de mettre des choses en place. Mais Didier, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense effectivement aujourd'hui le menu était très dense, il faudrait rentrer plus dans le détail. On a un certain nombre d'outils disponibles pour approfondir ensemble les sujets qui ont été traités aujourd'hui. Et il faudra qu'on voit concrètement dans les mois qui viennent comment, avec ceux qui le souhaitent, on peut aller plus loin. Hein. Voilà. Là, le webinaire, c'est vraiment justement de donner envie, ouvrir un petit peu les chakras de tout le monde pour derrière développer, soit par une formation, soit par des outils ou des interventions en entreprise avec chacun des intervenants que vous voyez dans nos webinaires. Non, mais une formation voilà, un partage plus que formation intra-entreprise, je pense qu'une journée ne pourrait être que bénéfique sur un terrain un peu préparé. On t'embarque avec nous, Didier. D'autres interventions? Alors, Monsieur Julien, qui est parmi nous pour la première fois, peut-être. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concepts. Je sais pas forcément. Je connaissais quelques notions, mais je n'avais pas forcément beaucoup de connaissances dans le sujet. C'est effectivement, on retrouve dans tout ce qui a été dit pas mal de situations qu'on a vécues dans différents moments de la vie de l'entreprise avec différents collaborateurs. Et effectivement, ça donne des clés de compréhension. Effectivement, ça donne envie d'aller un peu plus loin et puis de mieux appréhender les choses, même si un petit peu naturellement, des fois, de par quelque part ses aptitudes ou quelque part son propre vécu. Enfin, voilà, on a déjà expérimenté, fait des choses, mais pas toujours sans savoir ou sans connaître bien les concepts et la façon dont effectivement ils ont pu être pensés d'une façon plus théorique. Voilà. Mais effectivement, c'est une bonne façon d'avoir sa propre grille de lecture et d'appréciation de sa façon de manager et de conduire l'entreprise et sa relation aux autres collaborateurs. Je n'ai pas besoin, je crois, de rebondir sur ce que vous dites. Ce n'est pas une question d'autant plus, mais oui, effectivement, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu le champ aujourd'hui et de voir en quoi, par exemple, certains concepts présentés, on peut avoir une résonance plus forte pour vous parce que vous imaginez qu'il y a une nécessité à le mettre en place dans l'entreprise. Voilà. Et c'est un petit peu faire son marché. Tout à fait. Monsieur Marty, peut-être? Monsieur Étienne? Je vais les chercher parce que sinon, ils n'osent pas. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, non, moi je trouve ça très, très intéressant, évidemment. Bon, et comme le disait la personne précédente, bon, c'est vrai que ce sont des choses qu'on fait naturellement et sans savoir si on est dans le vrai ou dans le faux. Et c'est sûr que d'aller un peu plus loin vers ce genre de choses, ça nous permet de nous conforter par rapport à ce que l'on pense. Bon, ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même dans les entreprises beaucoup de travail, peu de temps à consacrer à toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on remet facilement et tout en étant conscient que effectivement ça a une grande importance. Voilà. Et moi de mon côté, bon, c'est vrai que quand j'entends tout ce qui se dit, je suis d'accord. Bon, bien évidemment, on prête attention aux salariés parce que sinon on n'arrive à rien. C'est important pour moi aussi d'avoir des projets, d'avoir de la cohésion, de l'écoute. Mais une fois de plus, ça prend du temps et on ne fait pas toujours ce que l'on aimerait faire. Hein. Et ensuite, sur le Covid, hein, oui, moi je m'aperçois que les gens ont changé de façon de penser, de façon de voir les choses.
Et je me dis qu'il faudrait, alors, est-ce qu'il faut que les entreprises s'adaptent, c'est-à-dire donner peut-être plus de temps aux salariés, adapter les horaires pour qu'ils aient plus de temps pour passer à leur vie privée ou à des loisirs. Bon, c'est des choses qu'on peut se poser. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais moi, j'aimerais ne pas travailler le vendredi. Bon, moi, je me dis, parfois, une personne qui ne travaille pas le vendredi, le samedi et le dimanche, elle pense plus beaucoup à travailler. Or, je ne sais pas si je suis dans le juste ou dans le faux en pensant ces choses-là. Bon, voilà, donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. Bon, puis c'est quand même très intéressant de faire en sorte d'apporter toutes ces choses-là aux gens avec qui on travaille, parce qu'on passe énormément de temps avec eux. Et ensuite, c'est la survie et le développement de nos entreprises qui en dépend, quoi. Arriver à motiver les gens, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que les gens deviennent meilleurs par rapport à ce qu'ils sont, donc leur permettre de s'améliorer. Et ensuite, dans les entreprises, faire en sorte de se donner les moyens de garder les gens qui, justement, sont motivés et consciencieux. Et ne pas garder uniquement ceux qui sont là ceux qui ne sont pas vraiment motivés. Voilà, c'est arriver à trouver les clés de comment garder les gens qui nous semblent importants à garder dans l'entreprise. Après, moi, j'ai l'impression qu'avec suite au Covid, on a une dimension émotionnelle plus importante qu'on avait dans nos entreprises. Et en fait, il y a des fossés qui se sont creusés, c'est-à-dire qu'en fait, les salariés expriment plus facilement leurs émotions. Donc, on voit les salariés qui sont heureux, qui sont performants et qui sont contents, finalement, à travers cette période de Covid, d'être restés dans leur travail, d'avoir fait des choses, d'avoir continué, en fait. Et donc, ceux-là, on sent qu'ils montent. Et puis après, il y a à l'inverse ceux qui expriment plus facilement la souffrance, qui sont dans leur travail, leurs difficultés par rapport à leur travail. Et en fait, il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui sont épanouis et qui se sentent bien dans leur travail, et puis ceux qui sont plus en souffrance et qui sont plus à la peine, quoi. Et donc, en fait, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, comme l'idée quand même, c'est que la diversité dans l'entreprise, c'est une richesse, il faut arriver à faire remonter ces gens-là qui sont plus en difficulté, plus en souffrance et qui ont moins forcément de sens, ou quelque part qui ont plus de mal à trouver cette reconnaissance et cette satisfaction dans leur travail, quoi. Donc, c'est essayer de combler les écarts. Ouais. Je veux bien, du coup, répondre donc aux participants précédents par rapport à cette notion de temps. On a peu de temps, effectivement, pour mettre en place ces choses dans l'entreprise, etc. Ça me semble un point majeur parce que c'est souvent une des limites que j'entends, en fait. C'est-à-dire, oui, mais on n'a pas le temps de mettre ça en place. Alors, je ne veux pas vous sortir un concept de plus, mais il y a quand même quelque chose qui me semble important. Je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, l'urgent et l'important, et comment ce mix. Et effectivement, quand vous évaluez un dossier comme étant important, vous savez le mettre sur le dessus de la pile. L'idée du management, c'est un petit peu la même chose. Il y a aussi beaucoup, et c'est normal, de croyances qui sont activées, de frilosité, de peur à dire oui, mais c'est des ressources humaines, si on fait ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Si vous estimez que le sujet est important, alors effectivement, l'idée, c'est d'y accorder tout le temps nécessaire. C'est un peu le principe de cette matrice. L'autre petit point par rapport à ce que vous disiez, effectivement, on ne passe pas du bas de la montagne au haut de la montagne en quelques jours. C'est step by step, c'est petit pas par petit pas, mais dans une démarche qui est intégrée, qui est stratégiquement, parce que c'est l'objet de votre démarche, qui est stratégiquement organisée. C'est-à-dire faire du saupoudrage managérial, c'est un peu ça le risque. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de ce truc, je le fais, etc. Quand c'est inséré dans votre stratégie globale, en disant voilà où je veux aller d'un point de vue managérial et comment je veux mettre les choses en place, et là, vous faites petit pas par petit pas. Donc, cette notion de petit pas me semble importante. L'autre point que vous évoquiez, alors monsieur qui s'appelle Hélène, mais je ne pense pas que vous appelez Hélène. Monsieur Julien. Effectivement, la dimension émotionnelle avec l'apport notamment de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle permet à certains de libérer au sein de l'entreprise et d'exprimer
ouvertement leur réaction. L'idée, j'apporterai aucun jugement à dire si c'est bien ou mal. En tout cas, ça fait partie de votre réalité aujourd'hui. Donc, vous avez raison, vous avez des personnes qui sont complètement exaltées par les nouveaux challenges, l'opportunité, ce post-Covid, retourner en entreprise. Et puis d'autres qui vivent des situations plus difficiles, pour des raisons parce que d'abord, on n'a pas tous le même rapport au travail, des raisons personnelles aussi, parfois, qui interviennent dans l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet, ce que vous évoquez là, effectivement. Et c'est comment on allie tout ça en même temps, c'est-à-dire comment on crée une énergie. D'abord, me semble-t-il, c'est s'assurer des risques psychosociaux, vérifier en fait avec vos propres organisations jusqu'à quel point les souffrances sont présentes ou pas, parce que c'est quand même un vrai sujet. Et l'autre point, c'est effectivement pouvoir ouvrir des espaces d'écoute. À partir du moment où les personnes peuvent s'exprimer, vous voyez si une partie de ce qui est appelé souffrance a une origine au sein de l'entreprise ou pas. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que non. En fait, ça leur appartient. La souffrance, elle est très liée à leur histoire, à eux, et leur rapport à leur propre histoire et au travail. Par contre, si la souffrance, une des raisons pour laquelle elle est initiée, vient d'un facteur qui est lié à l'entreprise, et ben, ça vous donne une clé, en fait, pour essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Je ne sais pas si je réponds, du coup, à votre question. Monsieur Julien? Oui, 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 tout à fait. Effectivement, et tous les outils qu'on a vus et toutes les clés qu'on a vues là sont des éléments, effectivement, qui peuvent aider à avancer. Est-ce qu'il y a d'autres encore remarques? une intervention, oui. Profitez-en. Vous avez les experts en face de vous. Jean-Pierre Passaga, tu veux intervenir? Je veux pas, mais comme tu me poses une question, je vais. Non, la question, c'est chaque fois qu'on voit ces principes, c'est de dire concrètement comment on peut l'appliquer, hein, ce que tout le monde dit. Et la difficulté, elle est là, c'est-à-dire qu'on ressort toujours enthousiaste par exemple, de ce webinaire. Et j'aurais du mal, je ne sais pas par où commencer. Voilà, même si quelque part, vous dites les petits pas, mais le petit pas, il faut quand même les faire, les petits pas. Hein, et on est plutôt immobile immobile, peut-être pas. On avance, mais peut-être pas dans le sens que l'on voudrait toujours. On est poussé, en fait. Hein, souvent, on ne maîtrise pas nos pas. Hein. Et donc, la question que je me pose, c'est de dire concrètement, demain, qu'est-ce qui va changer pour moi par rapport à cette heure qu'on a passée ensemble, quoi. Enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Et bon, voilà, je m'interroge, je n'ai pas encore la réponse, mais… Si je peux me permettre une réponse, avant la réponse très technique peut-être de Karine, c'est que nous sommes là aussi pour mettre en place pour vous des dispositifs qui vous permettent d'avancer, soit avec des accompagnements, encore une fois, en entreprise, avec les experts qui interviennent dans nos webinaires comme Karine Goyer, ou bien des formations en inter-entreprise. Voilà, on est là pour ça. Donc, il suffit juste de nous signifier que vous avez été intéressé, que vous souhaitez aller plus loin. Et derrière, on mettra en place les dispositifs, le lien avec l'intervenant, éventuellement des financements, etc. Ça, c'est notre boulot à votre service. Quand je dis nous, c'est l'AREA et la coopération agricole, selon si vous êtes une COP ou pas une COP, bien sûr. Alors, pour répondre à votre question, déjà, il n'y avait aucune prétention après 7h30 à dire qu'un plan d'action allait découler pour chacun de vous. C'est hyper important qu'on se repose ce cadre-là parce que Monsieur Delagarde, qui a été à l'origine de l'organisation avec moi de ce webinaire, a été très clair. Il m'a dit que ça fait partie d'un cadre avec une stratégie et le volet du management est inséré dedans. Et donc, en 1 heure et quelques, l'idée, c'était de pouvoir, comme je le disais au départ, voir comment ça chemine. C'est-à-dire que là, l'étape à la fin, ce n'est pas pour autant un plan d'action. J'ai envie de me dire que même si vous aviez le plan d'action, je me serais demandé si c'était bien normal. Parce qu'en fait, c'est l'idée de dire qu'est-ce qui fait écho, en quoi ça résonne chez moi, et en tant que dirigeant, pour moi, qu'est-ce qui est important dans tout ça. Et donc, vous commencez, ça peut paraître égoïste, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pour moi, qu'est-ce qui est important en tant que dirigeant dans tout ça. Et donc, en fonction de ce qui est important,
de voir après qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action. Ou à quel endroit je pense effectivement qu'il y a des points qui sont un petit peu plus à surveiller, des points de vigilance. Et donc cela, effectivement, je peux commencer à regarder ça aussi. Voilà. Et après, c'est effectivement toute une mise en œuvre d'accompagnement qui peut se faire avec les RH si vous en avez, avec des structures comme l'AREA et la coopérative, voilà, qui vont vous aider et vous accompagner. Mais vraiment, c'est important de se dire que c'est une démarche, un processus d'émergence aujourd'hui. Voilà, c'est plus simple. Une question pratique, est-ce qu'on aura accès à votre présentation? Alors, Oui. Oui, alors, sous deux formes, hein, si techniquement je vais répondre. Donc vous aurez, vous les participants, là, le support PowerPoint, si Karine est d'accord, en version PDF. oui, et ce webinaire sera retransmis aussi sur le site du contrat agro. Okay. Voilà, où tous les webinaires stratégie, mais aussi des autres actions sont en accès pour nos entreprises adhérentes. Ok, merci. On vous incite d'ailleurs y aller hein, sur le site du contrat agroalimentaire. Il y a toutes les actualités du coup du contrat. Il y a beaucoup d'actualités dans toutes les actions du contrat agroalimentaire. Donc, effectivement, allez-y maintenant qu'il est en ligne. Donc, voilà. Il est pour vous, ce site. Dans le cadre du contrat. Voilà. Ce site est pour vous et il y a toutes les ressources qui sont à votre disposition. Comme ça, vous pourrez revoir Karine une deuxième fois, une troisième fois. Je préfère revoir Karine que mes notes. Donc, Pour M. Passaga qui voulait réfléchir, il aura tout le PowerPoint, il pourra le relire aussi, comme il disait. C'est peut-être l'enregistrement, là, non? C'est un peu non, je pense que l'intervention de Jean-Pierre, finalement, va dans le sens de ce que disait Didier Crabos. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait derrière hein. Je crois que, effectivement, on a des outils, on a le contrat agro, on a d'autres outils. Voyons dans les semaines qui viennent comment est-ce qu'on peut créer un groupe de dirigeants intéressés par la question et sous forme d'un club, d'une formation, que sais-je, à nous d'y réfléchir. Mais on peut mettre en place des outils rapidement dans les semaines qui viennent. Je crois qu'il est important de ne pas rester tout seul dans son coin en face de sujets d'une telle ampleur. Oui, je vais dans votre sens, Monsieur Delagarde. Ouais. L'idée du partage et pourquoi pas vous réunir à plusieurs, puisque c'est une demande de faire après, ben, se réunir peut-être. Catherine, le mot de la fin vous revient? Ah bon, on n'avait pas convenu ça, Vincent, mais c'est avec. Mais vous allez improviser, vous allez improviser. C'est ça, exactement. Mais écoutez, en tout cas, vous remercier. Moi, j'ai trouvé personnellement, j'ai l'impression que c'est un sentiment partagé, que c'était très intéressant. C'est toujours pas un exercice facile hein, de faire de la stratégie en webinaire, mais franchement, c'était top. Moi, en tout cas, je me suis régalée et je pense que c'était très clair et qu'effectivement, tout le monde a besoin peut-être de remûrir maintenant avec tous les retours que vous allez avoir après ce webinaire entre le PowerPoint et la vidéo aussi. La vidéo, c'est un outil aussi pas mal pour revoir quelques séquences de ce que vous avez présenté. Donc, vous remercier à tous. Hein, on constate avec plaisir qu'on voit souvent des gens assidus dans ces webinaires stratégie. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi. Donc, et puis pour les nouveaux, ben, j'espère vous revoir à la prochaine échéance. Donc, je ne sais plus le calendrier qu'on a prévu, Alix et Vincent. Il y a d'autres webinaires. Mois de juillet, Chantal Passa prépare un webinaire pour le mois de juillet sur l'aspect plutôt stratégie commerciale, avec en ligne de mire la préparation du SIAL, le salon SIAL qui aura lieu au mois d'octobre. Voilà. Et en fin d'année, ce sera stratégie et RSE, justement redonner du sens. Absolument. Et puis, on a un guide de bonnes pratiques aussi, Vincent, qu'on va bientôt pouvoir publier et adresser. Voilà, qui va être mis en ligne dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, tout ça est issu effectivement de sujets qu'on avait évoqués avec certains, M. Martier, et je pense, et là, il faisait partie de ce groupe-là de dirigeants, et Didier Crabos aussi, de quelques sujets, effectivement, sur lesquels il était important de revenir en termes de stratégie. Donc, voilà, tout ça a été réécrit, du coup, dans un guide de bonnes pratiques qui, au-delà de ces webinaires, effectivement, qui permet d'illustrer, donc sera à disposition de chacun très prochainement. Voilà. Je peux saluer, du coup, dire une phrase pour terminer? Bien sûr. Bien sûr. Voilà, pour vraiment votre attention, votre participation. Je vois des sourires là qui donnent envie. Donc, quand j'ai fini par du plaisir, je pense que la première action, c'est reprendre du plaisir dans son action de dirigeant.
et ça me semble être une belle action pour démarrer. Et j'aurais envie aussi de finir, parce que je crois que je l'ai mise, mais elle m'est venue en vous écoutant. Oscar Wilde dit soyez juste vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et donc l'idée effectivement n'est pas d'essayer de rentrer dans des cases avec toutes ces théories présentées, mais elle doit vous éclairer dans quelque chose qui vous incarne davantage. Voilà, donc je vous souhaite à tous beaucoup de résilience, de détermination et de plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Et au plaisir.